Cette partie de MOOC électronique et analogique 2 traite des transistors MOSFET. C'est à la fois pour la partie numérique et la partie analogique. Dans ce cas, l'objectif du cours va être la connaissance des caractéristiques principales des dispositifs utilisés dans les technologies numériques comme analogiques. Donc pour les MOSFET, c'est connaître le fonctionnement du transistor, identifier les structures et les types de dispositifs, poser les paramètres de base de fonctionnement ainsi que les différents modes opératoires avec les caractéristiques IV correspondantes. Ensuite, vous allez distinguer les modes d'utilisation et les principaux paramètres, tout d'abord en interrupteur logique vers le mode petit signal pour déterminer les performances en fréquence et les différentes contributions à la consommation de façon statique et dynamique. Donc le sommaire de cette présentation va être essentiellement une introduction générale et ensuite nous aurons trois différentes parties que vous pourrez traiter séparément. D'abord la première partie sur les structures et les schémas équivalents des transistors MOSFET, la seconde partie sur les caractéristiques en courant-tension et la troisième partie sur les premiers modèles qui va utiliser les différents paramètres décrits dans les précédentes parties avant de faire une conclusion. Commençons par introduire le transistor MOSFET qui, comme son nom l'indique, est un type de structure d'empilement métal-oxyde semi-conducteur et qui fonctionne à effet de champ, c'est-à-dire field effect transistor ou MOSFET. C'est en fait un dispositif de base qui a accompagné l'industrialisation des circuits intégrés depuis les premiers circuits dans les années 60. Tout d'abord, vous vous rappelez ce que l'on a vu sur la diode PN et le lien au dispositif diode vers la triode avec l'invention par Fleming et de Forest au début du siècle dernier pour le diode de tube à vide qui a amené ensuite par les premiers procédés de diffusion à la réalisation du premier transistor qui était en fait un transistor bipolaire à jonction, c'est-à-dire juste basé sur des jonctions PN entre une base, un émetteur et un collecteur qui était à l'invention de Bardeen, Brattain et Shockley en 1948. Maintenant, quand on traite du MOSFET, on passe à la circulation d'un courant entre des réservoirs d'électrons qu'on va appeler les sources et drains, pilotés par une grille de commande ici, que vous voyez en rose, qui est un procédé planar, donc essentiellement à deux dimensions, dont les procédés d'élaboration font la troisième dimension. Ce type de procédé lié à la construction des circuits date des années 60 avec le premier MOSFET réalisé de façon industrielle par Kahn à 4 électrodes ou pentodes en fait. Donc le transistor MOSFET, c'est un corps central d'une capacité de métal oxyde semi-conducteur avec une grille de commande, plus des réservoirs électrons, des jonctions PN de source et drain sur un substrat qu'on va appeler bulk. Le formidable succès de la microélectronique se traduit par l'augmentation exponentielle de l'intégration des circuits depuis plus de 50 ans. Ce succès a amené, par exemple pour l'industrie dans le numérique, à un chiffre d'affaires moyen qui augmente à peu près de 20% par an. La taille des transistors MOSFET est un des éléments clés puisque cette miniaturisation a conduit à une réduction d'un facteur 10 000 depuis 1964 en passant d'une longueur que l'on peut graver de 100 microns à 10 nanomètres. Un des éléments clés aussi est les moyens technologiques, c'est-à-dire ici de pouvoir graver sur un même wafer que vous voyez à droite. En augmentant la taille des wafers, vous augmentez le rendement par rapport au nombre de processeurs que vous allez pouvoir faire sur une même tranche. De nos jours, on sort des tranches de 300 mm de silicium. Vous avez à peu près en moyenne 80 à 120 puces, suivant la taille de la puce, que l'on appelle die en anglais. Là, en faisant le zoom, vous obtenez le premier processeur Pentium qui a été utilisé dans les premiers smartphones et qui fait le succès ici de cette application du numérique pour les communications embarquées. Notamment à gauche, vous voyez ici en fonction des années les différents processeurs de Intel ainsi que les mémoires dynamiques DRAM depuis les années 70 jusqu'à 2005. Et vous constatez l'augmentation des transistors ou dispositifs de base depuis ces années-là, où on est passé de 1 kilobit ici à 1 gigabit dans les années 2005, et ce qui traduit une augmentation des dispositifs jusqu'à
peu près 1 milliard de dispositifs. Donc cette loi est connue comme la loi de Moore, hein, de M. Moore étant depuis l'année 1954 un de ceux qui avaient prédit ce succès de la microélectronique par la réduction à peu près d'un facteur 2 des dimensions et donc de l'augmentation, comme le carré de la surface, du nombre de dispositifs pour les technologies numériques. Il est intéressant de balayer rapidement, avec un bref historique, le succès du microprocesseur, hein, notamment avec ici les premiers microprocesseurs 4 bits, 2 kilobits de ROM, où nous avions que 2250 transistors pour une tension d'alimentation VDD 5 volts, et là où la longueur de grille des transistors était de 10 microns, avec une fréquence de fonctionnement de seulement 108 kHz. En passant 10 ans après au premier PC en vente, c'est-à-dire l'i8088, IBM avec Groove et Bill Gates inventent l'ordinateur personnel avec le premier 8088 où on était passé à 8 bits. Cette fois-ci, nous avions 29 000 transistors pour une tension d'alimentation de 5 volts, avec cette fois la technologie qui était pour une longueur de grille LG de 3 microns avec la fréquence de fonctionnement FAC de 8 MHz. L'industrie de la fabrication des circuits étant un milieu très compétitif, nous avons assisté à une course à l'intégration, avec notamment le leader Intel dans les années 93, avec le Pentium dont on a déjà parlé. Notamment le P1, c'était déjà une longueur de 0,1 micron 5 volts, qui était passée ici pour le P4 à 65 nanomètres 1 volt 2, sachant que la fréquence a augmenté de 60 MHz à 3,8 GHz. Mais arrivé à ce stade de performance en fréquence, malgré la réduction des tensions d'alimentation, comme nous allons le voir dans ce cours, il y a un compromis qui est très difficile à obtenir entre la consommation et les performances en fréquence. Donc on a dû continuer à optimiser ce compromis en réduisant la tension d'alimentation et malgré ça d'arriver aussi à un niveau où on va devoir faire des cœurs à fonctionnement multiparallèle ou ici ce qu'on appelle le multithreading, c'est-à-dire pour avoir une répartition ici de l'activité en fréquence pour abaisser au maximum la consommation. Notamment ici, ça permet d'atteindre des puces qui ont entre 3, 4 ou même des fois 6 cœurs et d'augmenter le nombre de transistors par puce jusqu'à par exemple 2 milliards avec une tension d'alimentation VDD à 1 volt, notamment pour la dernière technologie 45 nanomètres jusqu'à 40 nanomètres qui pouvait fonctionner avec des fréquences de entre 2 et 3 GHz. Donc l'enjeu principal de l'optimisation des circuits pour les technologies numériques est l'optimisation du fonctionnement en termes de compromis pour les performances, c'est-à-dire en fréquence de fonctionnement, par rapport à la consommation malgré la réduction des tensions d'alimentation. À gauche, nous avons tracé les fréquences de fonctionnement d'un processeur entre les années 85 et 2005, où vous constatez l'augmentation très forte de cette fréquence de fonctionnement. Cela mène à la première contribution, qui est la consommation dynamique, qui va être liée à la fréquence de fonctionnement. Notamment, cette fréquence d'oscillation est comme proportionnelle à l'inverse du temps de propagation par porte en numérique et directement proportionnelle au courant maximum que va pouvoir délivrer la porte et donc les transistors qui sont à l'issue de la fabrication de ces portes. De même, à droite ici, vous voyez la contribution de la fréquence dynamique ou active power par rapport à la contribution de la consommation statique ou passive power. Vous constatez dans les deux cas une augmentation beaucoup plus forte de la consommation dite statique entre les années 95 à 2004 du fait de l'augmentation, on va voir ensemble, des courants de fuite que l'on a dans les transistors malgré l'optimisation en termes de tension de fonctionnement. Ce qui nous amène à une égalité fondamentale où l'on voit que la puissance consommée va avoir deux contributions. La puissance totale, ça va être à la fois la contribution de la puissance statique, PDC, et la contribution de la puissance dynamique, PAC, qui, elle, est proportionnelle à la fréquence de fonctionnement. Comme nous venons de le voir ensemble, le formidable succès de la microélectronique est lié à la miniaturisation des transistors, c'est-à-dire la réduction des dimensions en termes de longueur LG, largeur WG et épaisseur d'oxyde TOX pour une tension d'alimentation VDD. Ce qui fait que le premier niveau de l'étape d'intégration est la fabrication de ces dispositifs actifs ou même passifs, avec le schéma ici représenté ce qu'on va appeler le niveau device, entre la grille, la source et le drain.
Maintenant, on peut faire une approche ici qu'on va appeler bottom-up, en partant de ce qu'on va appeler le front-end, c'est-à-dire la réalisation technologique de ces éléments, vers le back-end, c'est-à-dire le dernier niveau de la hiérarchie de conception, où là, on va pouvoir faire aussi ce qu'on appelle le back-end, c'est-à-dire le test en termes de performance et des caractéristiques attendues, pour avoir une rétroaction éventuellement sur le front-end si on doit corriger les aspects de réalisation. Donc vous constatez par cette mise en perspective que la fabrication et l'intégration des circuits est un élément très important, puisque nous avons une fabrication qui est liée à la hiérarchisation de plusieurs niveaux. On va avoir d'abord le niveau dispositif device, ensuite le niveau des cellules, quand on va assembler les dispositifs pour faire des fonctionnalités élémentaires au niveau logique. Avec ces cellules et l'assemblage de ces cellules, on va faire des fonctionnalités, ce qu'on va appeler au niveau gate, des grilles interconnectées pour monter dans la complexité du fonctionnement d'un processeur, par exemple. Et avec ce niveau gate, on va atteindre ensuite le niveau des modules, où là, on va avoir des macro-commandes qui seront schématisées ici par ces différents éléments en termes de multiplexeurs, etc. Ensuite, nous passons au niveau système, où là, ces différents éléments entre processeurs, mémoire, etc. sont interconnectés, ce qu'on va appeler le SoC, pour finalement terminer au niveau package, ce qu'on va appeler System in Package, ou SIP, où vous avez les éléments mis sur les boards avec les boîtiers pour arriver au produit final.